Merci, bienvenue à Mourchid TV, la chaîne des valeurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois sur votre plateau de révision, consacré aujourd'hui aux matières scientifiques toujours, et cette fois-ci les sciences physiques. Nous avons le plaisir de recevoir M. Diémé, qui est professeur de sciences physiques à la maison d'éducation Mariamba. C'est pour aborder un peu un chapitre très problématique de cette discipline qui concerne un peu la cinématique du point matériel. Nous allons revenir sur c'est quoi justement la cinématique, c'est que renvoie bien le terme point matériel et bien d'autres choses en fait utiles à comprendre pour quand même avoir le meilleur profil pour réussir l'épreuve de sciences physiques en classe d'examen en terminale. Monsieur Diémé, nous avons le plaisir de vous recevoir sur notre plateau de révision. Monsieur le journaliste, merci. Après avoir remercié Allah Dieu Tout-Puissant, je vous adresse mes salutations. Et vous remercie encore une fois de plus de m'avoir invité à cette émission. Voilà, donc M. Diémé, merci beaucoup. Nous savons qu'en fait les matières scientifiques du même genre, c'est des matières très complexes, difficiles. Souvent les élèves ont des problèmes. D'abord, rares sont les élèves qui choisissent les séries scientifiques. Voilà, donc qu'est-ce qui fait un peu que ces matières-là ne sont pas très prisées et que les élèves ont d'énormes difficultés à réussir dans ces matières-là? C'est vrai que les sciences physiques, comme on le dit, c'est une science expérimentale. Et le plus souvent, les difficultés que nous rencontrons aussi dans les classes, c'est que cette partie expérimentale n'est pas développée. Alors nous souffrons tellement aussi dans les classes pour faire comprendre aux élèves certains de ces concepts physiques ou en chimie. Et c'est ce qui fait que même les élèves souffrent autant, puisque quand on regarde le flux assez important d'élèves qui quittent les séries S pour aller en série L, bien sûr pas parce qu'ils ne peuvent pas mémoriser une formule ou appliquer une formule, mais le plus souvent parce qu'ils ont manqué les rudiments. Et ce qui devait donc la base pour comprendre la suite. Donc c'est un ensemble de choses qui se suivent et qui doivent s'amplifier. Donc comprenez bien que si vous ratez la base, ça sera difficile un peu pour vous de continuer. Et c'est ce qui fait que les élèves aussi quittent les séries S pour aller en... Mais les matières scientifiques, de manière générale, les sciences physiques en particulier, semblent être en fait des matières plus pratiques que théoriques. Est-ce que vous avez également, vous disposez de tous les outils vous permettant un peu de mettre en pratique et arriver que l'élève soit en mesure de comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer? Vous allez dans certains établissements, il n'y a même pas de labo. Comment on peut enseigner une science expérimentale sans faire d'expérience? Il n'y a même pas de labo. Même s'il y a un laboratoire. Mais généralement, le laboratoire n'est pas équipé. Alors, tout le matériel est défectueux, le matériel n'est pas renouvelé. Alors, finalement, le cours se réduit à un ensemble de théories. Voilà, donc on fait de la théorie, du truc mathématique qu'on balance aux élèves. Parce que nous n'avons pas les moyens, les professeurs, de se cotiser pour aller chercher les moyens payés, les établissements de la même façon. Donc, on souffre. Oui. On souffre tellement parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire pour faire comprendre aux élèves certains de ces concepts. D'accord. Maintenant, revenons sur le chapitre qui nous interpelle. Nombreux ont été les élèves qui nous ont suggéré de revenir sur cette leçon particulièrement en sciences physiques, la cinématique du point matériel. Qu'est-ce qui fait un peu la complicité également de ce chapitre-là? Alors, je désire dire que la cinématique du point matériel, effectivement, était le premier chapitre de physique dans le programme sénégalais en classe de terminale. Et ce chapitre-là est développé en début d'année. Vous comprenez bien, au moment où les élèves ne sont pas carrément en forme. Ils reviennent avec leurs habitudes de vacances, donc ils ne sont pas totalement réveillés. Et dans ce chapitre-là, il y a beaucoup de notions mathématiques. Mais il se trouve généralement que les élèves n'ont pas vu ces outils mathématiques que nous utilisons. On parle de dérivés, de primitives, alors que certainement en mathématiques, vers la fin de l'année, ils n'ont pas vu ça, ou bien n'ont pas carrément approfondi. Alors donc, ce n'est pas carrément évident pour les élèves d'appréhender en réalité ce que nous sommes en train de faire. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de profs qui font des expériences dans ce chapitre-là. Donc c'est de la théorie, des outils mathématiques qu'on utilise et on balance. Qui n'éclaire qu'assez marginalement le sens profond un peu du concept. Voilà, donc. Voilà, maintenant, est-ce que vous parlez un peu des mathématiques alors que nous sommes en scientifique? Ça veut dire que donc, ce qu'on appelle l'interdisciplinarité
Et c'est important. Parce que donc, il me semble que les élèves ont besoin de maîtriser certaines données mathématiques pour quand même comprendre de très belle manière ce concept-là de cinématique du point matériel. Bien sûr. D'ailleurs, cette cinématique du point matériel, c'est une étude carrément analytique. On analyse les concepts physiques et il faut essayer de traduire ces concepts physiques-là en outils mathématiques pour régler le problème. Vous voulez étudier le mouvement d'un corps, alors où est-ce qu'il faut le situer? Quand on se pose la question, mais quand et où, par exemple, se déroule un tel événement, vous comprenez bien, on a besoin de quantifier les choses, de donner la position exacte, de donner aussi le temps réel. Et pour cela, des fois, on utilise un certain nombre de lois, ou bien une certaine formulation mathématique pour essayer d'expliquer les phénomènes physiques que nous voyons dans la nature. Voilà, maintenant revenons sur le concept à proprement parler, la cinématique du point matériel. On a besoin un peu de passer par une étape définitionnelle. C'est quoi la cinématique en réalité? À quoi consiste? Vous pouvez peut-être? Oui, alors Ici. On utilise un million. La cinématique du point matériel. En réalité, cinématique du point matériel, c'est une partie de la physique, une partie de la mécanique, plus particulièrement, qui étudie les mouvements des corps, mais sans se préoccuper des causes. Le plus souvent, lorsqu'un corps est en mouvement, c'est parce qu'il y a une cause. Et la cause de tout mouvement est en réalité les forces. Ce sont les forces. Mais ici, dans ce chapitre-là, on préfère étudier les mouvements sans regarder ces causes-là, sans regarder les forces. On s'intéresse tout simplement à certains de ces grandeurs. Quelle doit être la position de tel mobile à tel instant? Quelle doit être la vitesse utilisée? Ou quelle doit être l'accélération utilisée? Donc la cinématique consiste la notion de mouvement. Oui, c'est l'étude, voilà, l'étude du mouvement des corps, mais sans se préoccuper des causes. Et parce que dans les causes, c'est ce qu'on appelle la dynamique. Voilà, dans les causes, quand on fait appel aux différentes causes, c'est qu'on quitte en ce moment-là la dynamique pour aborder un autre chapitre où on parle réellement donc de ces causes-là. On fait appel à ces causes et qui est appelé donc la dynamique. On ne se soucie donc pas des causes. Donc on ne s'intéresse pas aux causes ici dans ce chapitre. Au mouvement. Au mouvement uniquement. De tout objet, de tout corps. Oui, on s'intéresse donc au mouvement de ces corps, sans regarder les causes. D'accord. Et maintenant, le point matériel. Le point matériel ici, en réalité, que tous les corps devaient être assimilés à leur centre de gravité. On se rappelle bien, même en mathématiques, si vous voulez étudier ou bien déterminer la distance de deux cercles, généralement, on s'intéresse, par exemple, un cercle, ça c'est un cercle C, de centre O et de rayon R, et là un cercle C', de centre O' et de rayon R'. Si on vous demande de déterminer la distance entre les deux cercles-là, on s'intéresse généralement aux deux centres. Donc on s'intéresse ici, on s'intéresse aux deux centres. La distance qui sépare les deux centres-là, qui est en réalité la distance entre les deux cercles. Ce qui signifie, nous, si vous voulez réellement positionner un corps dans l'espace, vous avez besoin donc de son centre de gravité. Un centre de gravité. Bien sûr, la masse du corps ne sera pas négligée, mais toute cette masse-là sera bien sûr concentrée, retrouvera concentrée au centre de gravité. Et les positions, ou la quantification des positions, ou les distances seront alors évaluées par rapport à une position fixe qui sera déterminée comme référence et le centre de gravité du corps. Donc on ne regardera pas dans ce chapitre-là, si une voiture se déplace, on ne va pas dessiner la voiture qui se déplace, mais on dessinera tout simplement donc juste un point qui reflète réellement le centre de gravité du
véhicule. Donc, l'ensemble de tout ça là ne nous intéresse pas, juste le centre. Et de là, vous pouvez déterminer donc le mouvement. Voilà, le mouvement. On suppose que le mouvement, donc le mouvement du véhicule, c'est réellement celui-là qui est décrit par son centre de gravité. Le mouvement donc d'un corps, quelle que soit donc sa grandeur. Mais le mouvement de ce corps, si vous voulez étudier le mouvement de ce corps, on regarde le mouvement qui a été décrit par son centre de gravité. Voilà pourquoi donc ici, on assimile l'ensemble des corps à leur point, à un point matériel. C'est-à-dire qu'un point qui est centré donc au centre de gravité. Donc, en résumé, la cinématique des points matériels, donc renvoie à tout moment. Oui. Alors donc, voilà, effectivement, la cinématique du point matériel. On étudie l'ensemble des mouvements sans se préoccuper des corps, sans se préoccuper des causes. Mais ici, tous les corps sont assimilés à des points matériels. À des points. Oui, à un point matériel. Et le point matériel là n'est rien d'autre qu'en réalité le centre de gravité de ce point-là. Voilà. Donc pour déterminer le mouvement d'un véhicule, voilà. On essaie de repérer son centre de gravité. Absolument. Et de là, on peut déterminer donc son mouvement. Absolument. Par rapport à un temps et un espace. Absolument. Bien déterminé. Oui, donc un mouvement qui se déplace, un véhicule pardon qui se déplace de Dakar à Thiès. Si vous voulez réellement donc évaluer la position exacte de ce véhicule-là, on regarde la position du centre de gravité par rapport à un point de référence. D'accord. On s'intéresse tout simplement à le centre de gravité. D'accord. Après une étape définitionnelle, vous étudiez souvent ce qu'on appelle les grandeurs physiques cinématiques. Effectivement, l'étude des mouvements des corps, en réalité, se ramène à la détermination des grandeurs physiques. Les grandeurs physiques ici, qui sont des grandeurs cinématiques. Parmi les grandeurs cinématiques, vous avez ce que nous disons les vecteurs position. Et en dehors du vecteur position, il y a un autre vecteur qu'on appellera le vecteur vitesse. Et un troisième vecteur qui sera appelé vecteur accélération. Alors, ce sont les trois vecteurs et une autre grandeur qui sera bien sûr le temps. Donc, l'étude du mouvement des corps se réduit alors à la détermination de ces grandeurs. La position, la vitesse, l'accélération et le temps. Parce que généralement, on se pose la question où et quand se déroulent des événements. On a besoin donc de quantifier les positions de ces événements dans le temps. Généralement, on se pose la question, mais c'est où et quand? L'espace et le temps. L'espace et le temps. D'accord. C'est ça. Pour étudier donc tout le mouvement d'un objet, on détermine l'espace et le temps. Voilà. D'accord. Voilà. Et de l'espace, on détermine le centre de gravité. Absolument. Cela veut dire que sur l'espace, pour situer donc l'ensemble des distances vecteurs position ici, on regarde alors le centre de gravité. La vitesse ici, c'est la vitesse du centre de gravité. L'accélération ici, c'est l'accélération toujours du centre de gravité. Mais professeur, donc par un véhicule, vous pouvez déterminer sa vitesse, donc le nombre de kilomètres parcourus en un temps réel, à une distance bien déterminée, en fonction de sa position. Oui. Et également en fonction de son point de gravité. Parce qu'on se demande pourquoi maintenant, comment les gens font pour connaître qu'un tel véhicule peut parcourir telle distance à telle heure. On se pose la question d'habitude. Bien, voilà, c'était ça. Maintenant, pour déterminer le plus souvent les positions des corps, les positions ou bien les vitesses, ou bien le temps qui a été utilisé, généralement, on cherche à lier les grandeurs. On cherche donc à les lier. Et donc, les grandeurs en réalité sont liées par un certain nombre de lois. On applique c'est une formulation mathématique. Et c'est ce qui fait que, certainement, lorsque au moins deux de ces grandeurs-là, nous connaissons deux de ces grandeurs-là, on peut connaître facilement donc l'autre. Parce qu'en réalité, les grandeurs-là sont liées. D'accord. Oui. D'accord. Maintenant, en plus, il y a des outils. Oui. Les outils qui permettent un peu de déterminer un peu cette cinématique du point. Absolument. Il y a le père fondateur de cette théorie qui est Galilée. Galilée nous dit, si réellement si vous voulez déterminer les positions, là, les vitesses et l'accélération, il faut se munir de certains de ces outils.
Et quels sont les outils? Quels sont les outils? Il dit il faut utiliser un repère d'espace. Un repère d'espace. Et à côté du repère d'espace, utilisez donc un chrono ou bien un repère de temps. Il dit on a besoin de ces outils. Un repère d'espace et un repère de temps. Ou encore définir un autre système beaucoup plus vaste qui sera appelé référentiel. Référentiel. Cela veut dire que c'est un système combiné, un système de coordonnées de l'espace et du temps. Cela veut dire quoi? Lorsque vous combinez le repère d'espace et le repère de temps, vous obtenez ce que nous disons le référentiel. Donc un référentiel n'est rien d'autre qu'un repère de temps et d'espace. Et ce sont ces outils-là qu'en réalité qu'on avait besoin pour étudier les moments sans se préoccuper des causes. Et les coordonnées cartésiennes, oui. Bien sûr, les coordonnées cartésiennes font en réalité partie des repères d'espace. Ce qui signifie, on nous dit, si vous voulez situer un point dans l'espace, on peut utiliser, vous pouvez passer ici, on nous dit, on peut utiliser les coordonnées. On peut utiliser les coordonnées cartésiennes. On peut utiliser les coordonnées cartésiennes pour situer un corps dans l'espace. Et les coordonnées cartésiennes, on peut avoir tout simplement un seul axe d'origine O de vecteur unitaire I. Alors, tous les points qui sont sur l'axe-là, supposons si M est là, on peut alors déterminer la position par la connaissance de son abscisse X. Alors, on dira OM, supposons vecteur égal à XI. Ou encore la distance OM, ou encore norme de vecteur égale à donc valeur absolue de X. Donc, on peut situer le point M. Lorsque, par exemple, le déplacement se fait sur une droite, on peut le situer par la connaissance de X, de l'abscisse X. Bien, mais par contre, lorsque M variait dans le temps, exemple, M se déplace, ce qui signifie que X varie dans le temps. X alors dépend de T, puisque M est en train de se déplacer. Alors, puisque X dépend du temps, alors on peut définir l'autre grandeur. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les grandeurs là en réalité sont liées. Ce qui signifie ici qu'on peut calculer V, la vitesse, déterminer l'expression de la vitesse, qui n'est rien d'autre égal, regardez ici, on fait appel à des notions mathématiques, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. La vitesse n'est rien d'autre que la dérivée première, comme disent les mathématiciens. Dérivée première du vecteur position par rapport au temps. Alors, nous, on préfère préciser. Les mathématiciens, quand ils veulent dériver donc une fonction généralement, vous allez voir en classe de terminale, ils mettent f' pour dire c'est la dérivée de f. Mais nous, en physique, on préfère préciser. On a dérivé f en fonction de quelle variable. D'où la nécessité donc de mettre ici d de t pour dire nous sommes en train de faire varier le vecteur position en fonction du temps. Et cette formule-là, en réalité, n'est pas nouvelle. Parce que même en classe de CM2 ou en classe de seconde S, on étudiait les vitesses moyennes. Et nous disons, vitesse moyenne en classe de CM2 égale à distance parcourue sur le temps. Ça, c'est déjà connu. Alors, en réalité, c'est ce que pratiquement qui est là. Mais ici, je parle donc de la vitesse instantanée. La vitesse instantanée. Alors, ce qui signifie, puisque OM égale à XI, alors je peux dire égal à D sur DT de XI. Mais ici, X étant une constante, alors il faut dériver la distance là qui dépend du temps en fonction de T. On peut l'écrire correctement puisque X dépend du temps. On précise bien ici pour dire ça comme ça. Alors, des fois, dans la formulation, pour simplifier, on écrit donc X.I. Donc, la vitesse n'est rien d'autre que X.I.
Bien, et l'accélération. L'accélération. Que les élèves certainement n'ont pas vu en classe de première ou seconde. Il y a donc une autre grandeur qui est dite accélération, qui dépend aussi de la vitesse. L'accélération est égale à d de v sur d de t. Pardon, de l'accélération instantanée. Or, la vitesse v égale à d de x égale à d de x sur d de t. Okay. Ce qui signifie que l'accélération alors égale à d sur dt de v maintenant, son expression, c'est d de x sur d de t. Alors, c'était comme si, en mathématiques, c'est la dérivée seconde par rapport au temps du vecteur positif. Okay. Parce que xi ici, en réalité, on avait dit, c'est le vecteur position. Okay. Donc, l'accélération, ici, OM, l'accélération A n'est rien d'autre égal alors la dérivée seconde par rapport au temps, bien sûr, mais du vecteur position. Alors, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les grandeurs sont liées. Maintenant, supposons dans le temps, on vous dit, une voiture qui se déplace, mais l'accélération est égale à 2 mètres par seconde. Oui. On peut alors donner l'expression de la vitesse dans le temps, puisque, regardez, la vitesse dérive de l'accélération dérive de la vitesse. Alors, si on nous donne l'accélération, on peut trouver la vitesse. Donc, c'est ce que certainement les élèves n'ont pas vu aussi en première. Et puis, c'est mathématique. On nous dit alors que V est en réalité la primitive de l'accélération. Cela veut dire qu'on avait dérivé la vitesse en fonction du temps et nous avons trouvé l'accélération. On a trouvé l'accélération. Ce qui signifie quand vous cherchez la primitive de 2, la vitesse, on trouve la vitesse. Alors donc on verra que on trouvera égal à 2t, bien sûr, plus une certaine constante. Ça c'est des lois mathématiques, on appelle la primitive. Cela veut dire que regardons ici maintenant. Quand vous dérivez ça, quand on dérive ça, on trouve directement cette expression. Alors, mais cette constante-là, à t égale à 0, v égale à cette constante. Cela veut dire que cette constante-là, c'est l'expression de la vitesse lorsque le temps t égale à 0. Donc, en réalité, on peut mettre ça, tout ça là, le vecteur unitaire, parce qu'on a utilisé là-bas donc un vecteur. Bien, alors, ce qui signifie que l'expression donc du vecteur de la vitesse n'est rien d'autre égal à 2t plus v0. V0, ça signifie quoi? Cela veut dire que nous, on avait pris là comme origine de l'axe, x est là, mais on a commencé à compter le moment où le véhicule avait déjà démarré avec une certaine vitesse. On commence à prendre le temps. Okay. Donc, au moment où on a pris le temps, le véhicule avait déjà une vitesse. Oui. Et cette vitesse-là qui est appelée V0. Okay. Après, certainement, donc, le véhicule, vous prenez le véhicule est en train d'accélérer. Alors, donc, V égale à 2t plus V0. Je peux enlever le vecteur parce que nous savons que tout est en fonction d'un seul axe unitaire I. Bien, alors V est connu. On peut aussi retrouver donc la position. Oui, l'accélération est déjà. Là, on peut dériver, on trouve l'accélération. Quand on dérive ici, ça c'est 0, on trouve égal à l'accélération. Maintenant, à partir de l'accélération, on peut revenir alors déterminer la vitesse en fonction du temps. On peut déterminer le vecteur position en fonction du temps. Très bien. Ce qui signifie, puisqu'on avait dérivé le vecteur OM, on l'avait dérivé en fonction donc du temps, on fait l'intégrale alors de la vitesse dt. C'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut dériver OM pour trouver V. Mais quand on a V, il faut intégrer V pour trouver O. Alors, ce qui signifie que ici, je pars donc je prends la valeur algébrique directement, égale à, quand on intègre 2t plus V0, on trouvera alors que OM, ou encore, ici, x égale, on dira 1 demi de 2t carré plus, là ça ne fait pas partie, 1 demi de 2t carré plus maintenant V0 t plus en réalité une certaine constante. Ce qui signifie lorsque le temps t est égal à 0, cette constante là est égale à x0. Cela veut dire que
ici aussi on dira x égale à, en réalité, 1 demi de 2 t carré plus v0 t plus maintenant la constante. Et cette constante-là n'est rien d'autre que x0. Cela veut dire que le mobile est là, mais nous, au lieu de commencer à prendre le temps à partir de là, mais le véhicule a déjà parcouru une certaine distance qui sera alors appelée x0. D'accord. Et là, nous, on a commencé à prendre le temps ici. Donc, au moment où, par rapport à l'origine du repère, il y avait déjà une certaine distance qui a été. Ce qui alors signifie, quand on remplace ici, et ça, ce n'est rien d'autre que a, on dira alors x n'est rien d'autre que 1 demi de a t carré plus v0 plus maintenant x0. C'est cette loi-là, c'est cette relation-là qui nous permet alors de situer les corps dans l'espace. Lorsque, par exemple, le mouvement se fait suivant un seul axe. Ce qui signifie, ici, lorsque, par exemple, ici, excusez-moi, j'ai oublié le temps. Si nous connaissons, par exemple, la valeur de l'accélération économique qui se déplace, et V0, supposons V0 peut être égal à 0, il démarre ici juste à t égal à 0. Donc, il peut démarrer sans vitesse initiale. Alors, si V0 égale à 0, ou bien x0 égale à 0, regardez alors, la valeur de x revient à... On sera obligé d'effacer ici. Alors, en ce moment-là, je dis, si V0 égale à 0, cela veut dire qu'elle a démarré sans vitesse initiale, et x0 égale à 0, cela veut dire qu'on avait démarré juste à l'origine, on a commencé à prendre là-bas, et on a démarré sans vitesse initiale. X, alors, en ce moment-là de t, égale à 1 demi de a t carré. Donc ça nous permettra de situer le point, le mobile qui est en train de se déplacer à tout moment. Donc, ce qui signifie, en physique en réalité, on utilise un modèle mathématique, on regarde les phénomènes physiques, on essaie de les comment on dit ça encore, de les modéliser. Voilà. On cherche donc les modéliser pour trouver donc une expression mathématique. Et partant donc de laquelle on peut chaque fois positionner le point M dans l'espace. Mais ça, c'est un repère à un seul axe. Coordonnées cartésiennes. Coordonnées cartésiennes. Oui, voilà. Ça, on avait fait avec repère à un seul axe. D'accord. Mais par contre, on peut avoir un autre repère à deux axes. Voilà. Cela veut dire que le mouvement est plan. Supposons ici. On prend donc à 2 axes. Le mouvement est plan. Ici, on prendra, c'est l'axe des Z et Y, et là, c'est l'axe des X. On peut toujours définir là une base, I, J. Alors, par exemple, un point qui est là, qui se déplace comme ça, qui est dans le plan. Par exemple, le mur là est un plan. Donc, un corps peut voilà, quelque chose qui peut se déplacer sur le tableau là. Mais comment il faut le situer dans le tableau? On dit, en ce moment-là, utiliser un système à 2 axes. Là-bas, donc, le premier cas, c'était un système à un seul axe, parce que donc, le mouvement du corps était donc, ça se faisait sur une droite. Mais ici, donc, c'est dans le plan. D'où la nécessité de définir un repère à deux axes. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, tout point M de ce plan-là, à tout point M du plan, ou une position quelconque. Ça devient beaucoup plus difficile. Voilà, ça devient, voilà. Effectivement, parce qu'avec un axe, c'est bon, mais quand c'est 2 axes, voilà, là, ça devient encore beaucoup plus... Bien, alors ici, tous les points M pouvaient être donc repérés à partir de l'origine. D'accord. Alors, de O à M sera alors appelé le vecteur toujours position, OM. Mais ici, OM, pour déterminer les coordonnées de OM, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit donc de projeter. Projection donc, voilà, ici donc pour déterminer la valeur de X. Et là, on déterminera la valeur de Y. Ce qui signifie que OM alors, le vecteur OM, n'est rien d'autre que XI plus YJ. Maintenant, si le point M est en train de se déplacer, ce qui signifie que X doit changer. Par exemple, le point M est là maintenant. Regardez, X change. Donc, X aussi varie dans le temps. Alors, on mettra que OM vecteur égale à X de T, I, parce que X varie, et Y de T, J. X et Y seront appelées des équations horaires, ou encore équations paramétriques. X et Y. On les appelle les équations horaires, puisque les deux changent en fonction de position. Voilà. Ça dépend, lorsque M change, donc ça change. Qu'on appelle les coordonnées polaires.
Non, pas encore, pas pour le moment. D'accord. Ouais, nous ne sommes pas encore pour les... D'accord. Là, donc, ce sont des coordonnées cartésiennes, toujours dans la logique des cartésiennes. Oui, dans les notions. Avec deux axes. Oui, à deux axes. Là-bas, c'était à un seul axe, mais ici, maintenant, à deux axes. Et on a pris donc un repère orthonormé, puisque ici, l'angle est droit. D'accord. Et là aussi, facilement, on va donner les expressions de vitesse pour aller vite. Alors, on dira aussi la vitesse, puisque OM est toujours déterminé par les coordonnées cartésiennes à deux axes. On peut dire que V est toujours qui est égal à, c'est la dérivée première du vecteur position par rapport au temps. Ce qui signifie que, ici, quand on utilise les coordonnées cartésiennes, on aura à mettre x de t, i, plus y de t, j. Ok. Alors donc, ça là, c'est comme si une somme de deux fonctions. S'il s'agit donc de dériver la somme, on dérive la première fonction et la deuxième fonction. Alors on dira que donc V qui est égal à d de OM sur d de t égale à d sur dt de x, mais i, plus d sur dt de y de t. Bon, ici on peut bien préciser. J. Et maintenant, pour simplifier un peu l'écriture, on peut dire que V alors vecteur, excusez-moi, V vecteur n'est rien d'autre que x point i plus y point j. Cela veut dire que le vecteur vitesse a aussi deux composantes. Vous avez une composante suivant l'axe des abscisses et une autre composante suivant l'axe des axes. Mais les mathématiciens nous disent que la dérivée première en réalité d'une fonction, est le coefficient directeur de la tangente. Ce qui signifie que la vitesse, lorsque la trajectoire est donnée, la vitesse, on dit, est un vecteur qui est toujours tangente à la trajectoire. Toujours tangente à la trajectoire. Puisque ça correspond à la dérivée première d'une fonction. Donc, lorsque la trajectoire, par exemple, est donnée, la vitesse doit être toujours tangente à la trajectoire. Donc, les expressions de la vitesse sont là déterminées. On peut à partir de là aussi déterminer les coordonnées de l'accélération. Et là, il suffit encore, on va dériver comme on l'avait fait, et on trouvera certainement c'est d carré sur dt carré de x de t, i, plus d carré sur dt carré de y, j. Ou encore, pour simplifier l'écriture, on écrit A égale à A vecteur égale à x 2 points I plus Y 2 points J. Okay. Donc là, c'était juste pour simplifier. Maintenant, on peut donner par exemple, puisque c'est comme ça, on peut nous demander de déterminer la trajectoire. Oui. Quelle est la trajectoire? Supposons on donne un exemple. On dit un point M qui est repéré par ses coordonnées x égale, on nous dit par exemple 2t. Et y égale à 4t plus 3. On peut nous donner ça comme ça. Okay. Dans le temps, puisque x varie, y varie, on peut nous donner donc une telle loi. Et on nous demande de représenter la trajectoire de ce modèle. Alors la trajectoire ici, ou l'équation de la trajectoire, n'est rien d'autre que il suffit juste d'exprimer y en fonction de x. Alors, puisque dans l'expression de y, il y a t, et ici il y a aussi t, on peut en profiter pour tirer l'expression de t. On dira que t égale à 1 demi de x. Et maintenant, l'expression de t déterminée, on prend l'expression de y, et pour remplacer t par ça valeur. Et quand on le fait, c'est comme si on aura 4 1 demi de x, voilà, plus 3. Et quand on le multiplie, on aura 2x plus 3. Donc y ici égale à 2x plus 3. 2x alors plus 3, vous prenez bien, vous les mathématiciens, vous connaissez déjà, ça c'est l'équation d'une droite affine. Ça veut dire qu'ici, on peut venir représenter exactement la trajectoire qui a été utilisée par le modèle. Donc on prend notre système d'axe qui était comme ça. Alors donc on va graduer ça. Alors ici, ça doit passer certainement par 3 si t égale à 0. Et voilà, et ça croît comme ça. Donc ici c'est 3. Donc l'équation de la trajectoire, à partir de là, on peut déjà suffire à chaque instant
hein, le mobile dans le temps. Là aussi, pour trouver maintenant l'expression de la vitesse, on remplace ce qu'on a l'habitude de faire. Les coordonnées alors de V, on dérive ça. Le x point correspondra à 2 et le y point correspondra ici à 4. Okay. Et quand on dérive ça, puisque ce sont des constantes, l'accélération alors donnera pratiquement 0 ici, 0, parce que là, ce sont des constantes. Cela veut dire que là, le mouvement, le mobile là est en train de se déplacer sur une droite, mais avec une vitesse constante. Okay. Il n'y a pas du tout d'accélération. D'accord. Bien, ça c'est toujours en coordonnées cartésiennes, mais à deux axes. Mais par contre, le mouvement, des fois, peut ne pas être dans le plan. Ou bien donc sur un axe. Le mouvement pouvait être donc dans l'espace. Okay. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire si le mouvement est dans l'espace? Dans l'espace. C'est là où on fait les coordonnées polaires. Ouais, bon, pas pour le moment encore. Alors en ce moment-là, le mouvement peut se faire dans l'espace. Et pour cela, on utilise tout le temps les coordonnées cartésiennes. Jusqu'à présent? Oui, mais toujours à trois axes. Okay. Alors là, ça sera toujours l'axe des X. Ici, donc, vous avez l'axe des Y. Et là, c'est l'axe Z. Ça veut dire que si le point M est là. C'est un mouvement dans l'air, quoi. Voilà, c'est dans l'air. Comme par exemple ici, quelque chose qui s'envole ici, voilà. Alors, comment est-ce qu'il faut le repérer? Donc, on utilise donc le repère à 3 axes. Mais ici, c'est dans l'espace. La distance là, c'est perpendiculaire, les deux axes là. Là aussi, c'est perpendiculaire. Même ici, c'est perpendiculaire. Donc, il n'y a que des angles droits. Comme par exemple, vous utilisez le coin de ce mur-là. Ça, c'est un axe qui est l'axe donc des Z. Là, vous avez par exemple l'axe des X. Et ce qui est là, c'est l'axe des Y. Alors, donc, situer un point dans l'espace, il suffit donc de déterminer Z, l'ordonnée Z, Y et X. Par exemple, un point qui est là, M qui est là. Pour le situer, le vecteur position, c'est de O à M. Alors, pour déterminer le position, il suffit donc de projeter M dans le plan qui est formé par l'axe des Y et l'axe des X. Par exemple, on peut trouver H. Et maintenant, de H, on projette pour connaître quelles sont les coordonnées de H ici. Finalement, c'était comme si le vecteur, alors, OM, vecteur égal à OH, plus ça. OH plus maintenant H, M. Or, à quoi est égal à OH? OH égale à XI. Parce que là, ça sera donc X. Et ici, Y. Et on projette. Ici, donc, vous avez Z. Alors, ce qui signifie, ici, tout simplement, OM égale à XI, YJ, plus maintenant ZK. Ici, OM, c'est égal à ça. Et voilà, OM, on dira que OM égale à XI plus Y plus Z. Ça nous permet donc de situer le point M dans l'espace. La connaissance donc de ces coordonnées-là nous permet bien sûr de quantifier la position. Puisque maintenant, la distance, on dira, en ce moment-là... Une fois la position connue, donc le reste... Voilà, c'est simple, c'est de dériver, voilà. On dit donc maintenant, pour trouver la distance, on peut dire que voilà, c'est racine de x carré plus y carré plus z carré. Ça nous permet donc de donner la distance exacte. Mais tout ça là maintenant, ce sont des coordonnées cartésiennes. Généralement maintenant, professeur, si vous le permettez, comment en fait, quels sont les genres d'exercices qu'on donne? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudra peut-être, il y a des types d'exercices, est-ce qu'il faudrait parfois donner la vitesse et on demande donc la vitesse d'un avion par rapport à donc situé dans l'air ou dans un espace bien déterminé. Souvent, quels sont les genres d'exercices qu'on donne? Bien, alors le plus souvent dans les exercices qu'on donne dans ce chapitre-là, concernant donc les coordonnées cartésiennes, en réalité c'est pour retrouver la trajectoire qui a été utilisée par le modèle. La trajectoire? La trajectoire, c'est là. Mais les exercices, on les donne des fois, voilà pourquoi quelque part on avait un peu des limites en cinématique, puisque si l'accélération n'est pas connue, on a des problèmes pour pouvoir déterminer des fois les positions. Mais si toutefois que l'accélération est connue, on peut remonter. Oui. Et c'est ce qui fait qu'on a fait appel à un autre chapitre qui est appelé la dynamique. Et il y a une autre loi qui nous permet, en appliquant donc le théorème du centre d'inertie, de trouver facilement l'accélération. Et à partir de là, on peut remonter donc pour le soutenir. Mais dans ces exercices-là, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure ici, on peut donner donc le point M. On donne le point M, ou bien
ou bien dans le cadre des rattrapages, un mouvement qui se fait suivant un seul axe, on nous demande donc de le situer, de le positionner dans le temps. On dit que OM, par exemple, déterminé par ses coordonnées, on peut donner ça comme ça, on dit x égale à, par exemple, t, et y égale à racine, par exemple, de 9 moins t carré. Alors, généralement, on donne ça comme ça et on vous demande quelle est l'équation de la trajectoire. On donne ça comme ça, généralement. Mais comment on va trouver l'équation de la trajectoire ici? J'ai dit ici tout à l'heure, il suffit d'exprimer alors y des fois en fonction de x pour déterminer l'équation de la trajectoire. Alors, OM ici, M qui est repéré par des coordonnées, ça, ou bien le vecteur OM, caractérisé par ces coordonnées-là. On peut donc, pour déterminer l'expression de la trajectoire, exprimer certainement y en fonction de x. Nous voyons que quand on élève x au carré, on trouve égal à t au carré. Finalement, c'est comme si y égale à 9 moins x au carré. Puisque quand on remplace t par ça. Bien. Et ensuite, on remplace maintenant y, on élève au carré, on aura y carré égale à, aidez-moi, je n'ai pas de égale à 9 moins x au carré. Merci. Y carré alors égale à 9 moins x au carré. Y carré plus x carré, je transpose égale à 9. Donc, c'est des équations très importantes. Après, on demandera aux élèves, mais quelle est la nature quelle est la nature de ce mouvement-là qui a été régi par cette équation-là? Quelle est la nature de ce mouvement? Ou bien, quelle est la nature de la trajectoire? Puisque l'équation est déjà là-dedans. Ça, c'est l'équation de quel mouvement? Hein? Ou de quel... Est-ce que c'est une droite? Est-ce que donc, c'est quoi en réalité? Ici, nous avons déjà vu je ne sais pas, en seconde, que l'équation d'un cercle est toujours donnée par l'expression x moins a carré plus y moins b carré égale à, par exemple, c. Alors, mais si a et b, quand on donne ça comme ça, on dit c'est un cercle C, par exemple, de centre I de coordonnées A et B et de rayon C. Mais si A et B sont nuls, cela veut dire que si le centre du cercle est lié à l'origine même du repère. En ce moment-là, c'était comme si ce qui est là ici, A égale à 0, B égale à 0. Donc, ce qui signifie que cette équation-là n'est rien d'autre que l'équation d'un cercle de centre I de coordonnées 0, 0 et de rayon qui est égal à 3. Alors, c'est ce qui nous intéresse le plus souvent. Quand on donne les coordonnées cartésiennes, on nous demande de retrouver l'équation de la trajectoire. Quelle est l'équation de la trajectoire? Ou on nous demande quelle doit être l'expression donc de la vitesse, représenter la vitesse à tel niveau. Mais l'équation de la trajectoire, comme je l'avais dit, il suffit tout simplement d'exprimer généralement y en fonction de x. Quand vous le faites, vous trouvez donc ce que nous disons l'équation de la trajectoire. Voilà, sur cette partie-là, les coordonnées cartésiennes. Généralement, des fois, c'est à nous de retrouver ces équations comme ça. Ou bien, quand on nous donne ces équations comme ça, il faut nous demander de trouver la vitesse, de trouver l'expression de la vitesse, l'expression de l'accélération, ou bien l'équation de la trajectoire. Et tout ça, c'est des calculs. Oui, bien sûr. Donc, on vous donne des vitesses, vous déterminez la position. On nous donne donc les vitesses. Mais il y a des données fondamentales. Il faut qu'on vous donne la position. Oui, il faut des fois qu'on nous donne la position, ou bien quelque part la vitesse. Et c'est à nous de retrouver... Donc, l'exercice, en tout cas, l'épreuve, l'évaluation se portera souvent sur ça. Très bien. On vous donne des indications, quelques orientations, on vous demande de déterminer. Donc, très bien. On donne quelques orientations et c'est à nous de déterminer soit l'équation de la trajectoire ou bien de déterminer l'expression de la vitesse, déterminer donc l'expression de l'accélération. Voilà, mais professeur, le cours est assez vaste. Je ne sais pas si on va revenir sur les données, sur les coordonnées polaires. Bon, là également, c'est la préoccupation des élèves, rapidement, oui, avant d'étudier quelques mouvements. Voilà. Alors, les coordonnées polaires, ce sont des coordonnées à 2 dimensions. C'est un système de coordonnées à 2 dimensions. Pour cela, on définit d'abord un axe O. Vecteur unitaire, un seul axe. Mais on peut même prendre 2 axes. Mais un seul axe suffit. Et on nous dit ceci, par exemple, placer un point M
dans l'espace de telle sorte que OM égale à 5. Donc vous voyez, si on vous demande de placer un point M dans l'espace tel que OM égale à 5, il y a une infinité de points. Il y a une infinité de points, voilà, qui peuvent donner une distance OM égale à 5. Alors maintenant en coordonnées cartésiennes, on nous dit, mais par contre si on ajoute en nous disant l'écart angulaire formé entre OM et l'axe égale à par exemple θ, oui, on peut donner avec précision le point M. Cela veut dire tous les points M de l'espace sont caractérisés par la distance OM et maintenant de l'angle θ. Et l'angle θ qui n'est rien d'autre que l'écart angulaire formé entre l'axe donné et le vecteur OM. Donc c'est R et θ qui sont appelés des coordonnées polaires. Mais ça c'est très important, laissez-moi déterminer. Ça c'est très important. Parce que supposons si R est égal à une constante, on note ça bien. Si R est égal à une constante, le mouvement donc qui sera décrit ici, c'est sous forme de une partie de 7. Là, ça sera donc une partie de 7. Alors, si c'est une partie de 7, de O, par exemple, je peux prendre ça comme E0. Comment on appelle cette portion-là OM? Pour un cercle, on dira OM est un arc de 7. OM est appelé arc de 7. Ce qui signifie, je mets ça ici, M, R, etc. Et R n'est rien d'autre que la distance, c'est de O à M. Alors je dis, ça, c'est un arc de cercle. En réalité, l'arc de cercle là, nous on l'appelle, c'est l'abscisse, c'est M0, M. Voilà, l'arc de cercle là, on l'appelle l'abscisse curviligne. On l'appelle l'abscisse curviligne. Et l'angle θ qui est là sera alors appelé θ, sera aussi appelé, mais l'abscisse angulaire. Donc en utilisant les coordonnées polaires, on peut quand même donner la position du point M par la connaissance de son abscisse curviligne. Ou bien tout simplement par la connaissance de son abscisse angulaire. Et ça c'est très important. Mais aussi les deux là sont liés. Les deux sont liés. Ce qui signifie... Professeur. Ah, ici. Les deux là sont liés. Si on peut se rappeler, on prenait en classe de CM2 que périmètre d'un cercle égale à périmètre d'un cercle égale à 2pi R. Se rappelle bien. Périmètre d'un cercle égale à 2pi R. Mais 2pi ici, ce n'est rien d'autre qu'un angle en radian. Hein? C'est 360 qui a été converti en radian. Pour trouver donc, supposons ici, ça décrit un cercle. Donc cela veut dire quoi? Lorsque le rein est égal à une constante et que l'angle balai est égal à 2pi, l'abscisse curviligne là en ce moment là égale à périmètre. Maintenant supposons l'abscisse curviligne n'est pas égal à l'angle balai n'est pas un tour complet. Ce n'est pas carrément un tour complet. Comme ici, l'angle c'est θ. On dira de la même façon que S alors égale à θ fois R ou bien θR. C'est ça, l'abscisse curviligne égale à θR. Bien, maintenant, si on nous demande de donner la vitesse angulaire, parce que je vous ai dit, les grandeurs sont liées. Si on nous demande de donner la vitesse, la vitesse linéaire, ici, puisque R égale à une constante, on ne peut pas chaque fois prendre le vecteur OM qu'il faut dériver en fonction du temps, puisque R égale à une constante. Donc, on peut trouver la vitesse linéaire qui est toujours tangente à la trajectoire. Je vous l'avais dit. Donc, ici, par exemple, la vitesse, s'il s'agit de représenter la vitesse, supposons, on suppose que ça va dans le sens là. Alors, la vitesse est là, qui doit être toujours tangente à la trajectoire. On l'avait dit, puisque c'est la dérivée première, d'une fonction. Donc, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Okay. Bien, on nous demande, on nous dit que V doit être égal à D de la distance parcourue sur le temps. Mais ici, la distance, c'est l'abscisse curviligne. Okay. Donc, ça sera alors D de S sur D de T. Mais l'abscisse curviligne n'est pas en vecteur. Voilà pourquoi on associe chaque fois donc à ce point M un autre vecteur unitaire qui sera noté U. Et on dira égal à U. Cela veut dire que V égale à D de S sur D de T, mais pas le vecteur unitaire U. Okay. Alors, or, S égale à Rθ. Si S égale à Rθ,
V alors peut être égal à D sur dt. De quoi? De R qui est égal à une constante, θ, mais le vecteur unitaire U. Je mets ici donc le vecteur. Mais R étant une constante, R peut sortir donc de la dérivée sur D de t. Maintenant U. Alors, on a défini donc une autre grandeur qu'on appelle, on a déterminé une autre grandeur qu'on appelle la vitesse angulaire, oméga. Et la vitesse angulaire n'est rien d'autre que la dérivée première de l'angle qui est balayé par rapport dans le temps. L'angle là qui est balayé. Donc la vitesse n'est rien d'autre que l'angle balayé par unité de temps, la vitesse angulaire. Puisque θ est l'abscisse angulaire. On a déterminé aussi une vitesse qui est dite vitesse angulaire, qui n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps de l'angle qui est balayé. Alors, puisque la vitesse est égale à ça, la vitesse angulaire, il y a donc une forte relation qui lie la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. C'est ça. Cela veut dire que la norme V alors égale à R oméga. Ça, c'est très important, cette relation. Que la vitesse linéaire est toujours égale au rayon de courbure multiplié par donc l'angle multiplié par la vitesse angulaire. Maintenant, pour trouver l'expression de la vitesse. Pour trouver l'expression de la vitesse, supposons que nous avons pris un seul axe pour déterminer. Il sera certainement difficile pour nous d'utiliser les coordonnées cartésiennes pour trouver l'expression de l'accélération. Alors, il y a une autre formule qui est très importante. Ou un autre repère qui est très important, qui est appelé donc le repère de Fresnel. De Fresnel. Ok. Voilà. Vous voyez, on parle donc de base de Fresnel. Ok. Base de Fresnel. Alors, qu'est-ce que Fresnel a fait? Le point M mobile qui est là, il vient alors définir là un vecteur unitaire U et un autre vecteur qui est perpendiculaire qu'on appelle donc le vecteur M. Donc, au niveau de M, il vient définir ici un repère mobile. L'origine du repère là, c'est M. Ça veut dire que c'est un repère d'origine M et un autre axe N et l'autre donc qui est T, qui est tangente à la trajectoire ici. Okay. Ici donc, on l'appellera certainement l'axe T. C'est ce que donc Fresnel a fait. Et il nous dit, pour trouver l'expression de l'accélération, on peut directement appliquer la formule. Puisque l'accélération n'est rien d'autre que d de v sur d de t. C'est très important. Mais, c'est ça. Mais v ici, on avait dit, puisque S qui est donné ici, S n'est pas une puissance, c'est tout simplement une abscisse curviligne. Alors, on dira égal à S égal à V, pardon, parce qu'on avait déjà trouvé, V de U, voilà, sur D de T. Et U ici correspond à T, cela veut dire que c'est D de V sur D de T, U. Okay. C'est très important. Okay. Oh, je suis en train de... Okay. On doit terminer dans 2 minutes, 2-3 minutes. Voilà. Alors donc, il donne ça comme ça. Mais là, regardez ce qui est très important dans cette relation-là. Alors, quand on dérive cette expression-là, A qui est égal à D de V sur D de T, U, mais puisque U n'est pas une constante, U change de direction dans le temps, on peut aussi dériver, on peut dire que donc quand on dérive tout ça là, pardon, nous sommes en train de dériver tout ça là, quand on dérive tout ça là, on peut alors voir que on a donc dérivé de deux fonctions, on peut alors dériver V, U sur D de T, puisque U change, plus maintenant V, D de U sur dt. Et Fresnel alors nous dit que D de U sur dt n'est rien d'autre égal à V carré, n'est rien d'autre qu'égal à V sur R, le vecteur unitaire N. Ce qui signifie, je termine cette partie-là, ce qui signifie que l'accélération alors A égale à V, égale à D de V sur dt T, plus alors V carré sur R, le vecteur unitaire N. Et ça, c'est très important. Ce qui signifie maintenant, nous, on n'a pas besoin chaque fois donc de dériver. Toutefois que la trajectoire, nous savons que la trajectoire est un peu circulaire, on peut chaque fois utiliser la base de données. Okay. Mais dans cette relation-là, là où les élèves donc confondent, c'est que ici,
ce n'est pas un vecteur que nous avons pris, mais plutôt, si vous voulez, donc, sous forme de la norme. C'est la norme de V que nous avons utilisée. Même ici aussi, c'est bien sûr la norme qui a été élevée au carré. Et là, c'est le rayon de courbure. Alors, si je reviens sur l'exercice qui a été donné tout à l'heure. On a donné x égale à t et y égale à racine de 9 moins t carré. Alors, on avait dit, pour alors déterminer l'expression de V, on dérive des V de coordonnées. Ici, donc, on aura 1 quand on dérive. Mais là, par contre, on peut avoir égal à moins t carré sur racine de 9 moins t carré. Alors, donc, c'est ça. Alors, mais pour appliquer cette formule-là, on n'a pas le droit de venir dériver ça. Mais plutôt, il faut prendre la norme. Il faut d'abord calculer la norme, et c'est là où donc les élèves font beaucoup d'erreurs, parce qu'ils ne savent pas qu'il faut prendre la norme de V. Les élèves font beaucoup d'erreurs parce qu'ici, on calcule d'abord la norme, on dit V égale à 1 plus, alors vous avez T carré sur 9 moins T carré. On calcule d'abord la norme. Et cette norme-là de V égale alors, on réduit ici au même dénominateur, on trouvera, ça c'est moins, pardon, on trouvera donc 9 sur 9 moins T carré. C'est ça. Alors maintenant, dans l'expression de V, de A, c'est cette norme-là qu'il faut diviser, qu'il faut dériver en fonction du temps. On ne doit pas dériver ça. On ne doit pas dériver le vecteur vitesse, mais plutôt c'est la norme du vecteur vitesse qu'il faut dériver. Et maintenant, pour trouver l'accélération qui sera dite normale, on prendra donc cet élément-là au carré, divisé par le rayon. Et le rayon, nous avons déjà dit que le rayon est égal à 3. Donc, en utilisant les coordonnées polaires, on a donc, ça nous a permis d'étudier les coordonnées, les abscisses curvilignes, abscisses angulaires, et pouvoir à partir de là facilement étudier, en utilisant la base de Frenet, déterminer facilement les expressions des accélérations. Alors, professeur, je pense qu'on ne peut pas trop revenir. Je pense qu'il nous faut encore une autre séance pour un peu revenir sur quelques mouvements, exemple de quelques mouvements, et également peut-être donner quelques orientations pour réussir. Je pense que c'est une leçon finalement qui est un chapitre qui est assez vaste. Et voilà, on avait juste une heure de temps pour consacrer. Peut-être quelques recommandations, si vous le permettez bien, avant de boucler. Je ne sais pas si on va peut-être revenir un peu sur quelques orientations justement. Et essayer de voir s'il faut revenir encore en détail. Surtout un exemple, essayer de revenir sur quelques exercices à donner et quelques formules également à maîtriser. Je pense également les mathématiques comme les sciences, c'est les formules à retenir, quoi. Il y a beaucoup de formules à retenir. Si vous pouvez donner vraiment quelques orientations par rapport à ça. Alors, dans ce chapitre-là, en réalité, les élèves doivent apprendre à traduire les données du texte en outil mathématique. Je crois que c'est ce qui a été fait. Traduire les données mathématiques, les textes en outil mathématique. Ce que vous avez appelé modéliser un peu les phénomènes, donc les phénomènes physiques en mathématiques. Alors donc quand on le fait, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, sinon on allait faire le mouvement sur des rattrapages, et là on allait voir réellement comment on doit modéliser. Je pense qu'il nous faut quand même une autre séance pour quand même continuer parce que franchement c'est utile, c'est important, surtout avec les mouvements rectilignes, quelques mouvements. Et une autre partie qui est fondamentale, c'est que pour les mouvements circulaires ici, pour trouver l'expression de la vitesse, il est intéressant de prendre la base de Frenet dans les mouvements circulaires. Mais quand on utilise la base de Frenet, c'est plutôt la norme de V qu'il faut dériver en fonction du temps. Pas V vecteur, mais plutôt la norme de V vecteur qu'il faut dériver en fonction du temps. Et c'est Frenet à faciliter la détermination de l'accélération, bien sûr en utilisant sa base. Au lieu de travailler chaque fois en coordonnées cartésiennes, chaque fois que nous constatons que le mouvement est circulaire, on peut utiliser donc la base de Frenet pour régler les D'accord, professeur, donc voilà, nous sommes au terme de notre émission. Finalement, nous sommes obligés de trouver un autre jour, une autre séance pour revenir encore en détail avec des exercices beaucoup plus pratiques. Voilà donc votre dernier mot par rapport à ce que vous venez de dire, peut-être résumer et donner votre dernier mot. C'est vrai que c'est une première expérience pour moi.
Mais je suis heureux, je suis même pressé de revenir encore une deuxième fois pour continuer. Merci vraiment. Merci. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était tout. Vous l'avez compris, on n'a pas été au bout le professeur n'a pas pu quand même en un cours. Enfin, c'est vrai que c'est des sciences qui se font en 6 heures, 8 heures de temps. Souvent, on ne peut pas consacrer tous ces exercices-là, toutes ces données-là, toute cette explication-là au bout d'une heure. Mais nous comptons revenir pour une autre séance sur, en tout cas, sur quelques mouvements, justement, cinématiques et également, surtout, vous l'avez dit, les mouvements rectilignes et consorts avec des exercices à l'appui et quelques orientations par rapport à ça. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout. Nous vous rappelons que donc aujourd'hui, nous avions eu le plaisir de recevoir M. Djemé, qui est professeur de sciences physiques à la maison d'éducation Mariamba, qui était venu pour nous parler aujourd'hui de la cinématique du point matériel. Nous comptons revenir pour une autre séance pour continuer en tout cas cette leçon très importante pour les élèves qui sont en classe d'examen en série S2. Merci, c'était tout et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de révision. Merci et bonne suite de programme sur votre chaîne des valeurs Mourchid TV. Merci beaucoup.